Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Hausse des cours des matières premières à cause des bouleversements économiques et géopolitiques dans le monde. Sécheresse historique au Maroc avec d'importantes répercussions sur la campagne agricole de façon générale et céréalière en particulier, dont les rendements ne devraient pas, d'après les prévisions, dépasser les 35 millions de quintaux contre 75 millions en moyenne les années précédentes et des prévisions de croissance à la baisse. Même si la Banque centrale, Banque El Maghreb, table sur une relative atténuation de l'inflation à 5,5% et une légère accélération de l'activité économique de 2,6%. Malgré une stabilité des finances publiques, l'impact social de la conjoncture économique au Maroc demeure très important. Inflation, hausse du taux de chômage et des inégalités, selon des données récentes du HCP, ajoutez à cela une faible inclusion des jeunes et des femmes dans le marché du travail et l'absence d'un tissu de TPME dynamique. Autant de facteurs qui ont conduit à une stagflation, un ralentissement de l'activité économique. Pour commenter cette conjoncture délicate et incertaine que traverse le Maroc et analyser les politiques économiques déployées pour relancer la croissance, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Youssef Gerraoui Filali, président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Monsieur Gerraoui Filali, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci pour votre invitation. C'est moi. Alors, inflation, ça fait des mois que le mot est sur toutes les bouches et se ressent dans toutes les bourses des Marocains, mais nous commençons dernièrement à entendre également parler de stagflation. À quel phénomène socio-économique renvoie ce mot ? Alors la stagflation est un phénomène très particulier au Maroc pour cette année et c'est un phénomène très spécial qu'on n'a pas observé au Maroc depuis le plan d'ajustement structurel de 1983. Alors stagflation signifie tout simplement quoi? Pour éclaircir nos chers citoyens, tout simplement nous sommes devant une décroissance économique, ça veut dire un ralentissement de l'activité économique et par conséquent une hausse du taux de chômage, parallèlement à une hausse continue des prix où il y a une certaine pression inflationniste sur les ménages, sur le tissu entrepreneurial marocain, versus bien évidemment un ralentissement des activités et des secteurs économiques qui sont en souffrance. Et ça peut être justifié par plusieurs facteurs, notamment les effets néfastes du Covid-19, le conflit russo-ukrainien et d'autres éléments. Alors, vous faites, comme vous l'avez dit, le parallèle, vous comparez ce que nous vivons aujourd'hui avec l'époque du PASS, il y a 40 ans. Est-ce qu'on peut nuancer, parce que ce n'est pas la même conjoncture, qu'est-ce qui rapproche cette conjoncture actuelle de celle d'il y a 40 ans et qu'est-ce qui différencie ? Alors, pour nuancer, l'époque du PASS était marquée tout simplement par la mise en scène des organisations internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Aujourd'hui, le Maroc, il opère en toute souveraineté. Nous sommes dans une économie plus ou moins qui est libérale, avec une certaine intervention de l'État, comme État-providence, comme le gouvernement, le Royaume du Maroc. Mais bien évidemment, la situation s'explique bien évidemment par des effets internes, éventuellement d'autres qui sont externes. Les effets externes, nous les connaissons. Donc, depuis des mois, on entend parler d'inflation importée, mais malheureusement, vu la hausse structurelle des prix, vu la continuité voilà, l'inflation n'est plus importée. Aujourd'hui, nous observons bien évidemment une inflation qui touche plusieurs produits, plusieurs aliments marocains, de production marocaine, et on est devant un état d'esprit inflationniste. En quelque sorte, si vous me permettez, certains revendeurs, certains spéculateurs sont là pour hausser les prix parce qu'il y a un sentiment général d'augmentation. Justement. Et aussi peut-être qu'à l'époque du PASS, il y avait plus de visibilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un monde justement incertain, un changement de paradigme total. Et s'ajoute à cela, c'est qu'il y a un manque de visibilité, d'accord ? Et on est dans une économie où il y a une certaine incertitude. Et c'est lié à plusieurs facteurs, pas que l'inflation importée, pas que, bien évidemment, les opérations non éthiques de revente, de spéculation ou de hausse des prix non justifiés. On cherche en quelque sorte à gonfler les marges bénéficiaires, mais il y a d'autres facteurs internes, notamment la pénurie de l'eau, la problématique de la sécheresse, le dérèglement climatique, donc autant de problématiques bien évidemment qui expliquent et puis le changement de la géopolitique, de la géostratégie mondiale. Qui justifie ce phénomène de stagflation que nous vivons. Absolument. Alors cette conjoncture socio-économique difficile a commencé, bien sûr, vous l'avez dit, avec la pandémie.
Et dans une de vos analyses, vous avancez le chiffre de 3 millions de Marocains qui auraient basculé dans la précarité. Et vous dites que c'est l'équivalent de 7 ans de recul en matière d'efforts de lutte contre la pauvreté au Maroc, ce qui est énorme. Et elle a aussi fait dégringoler la classe moyenne à une nouvelle catégorie qu'on ne connaissait pas aussi et qu'on commence à qualifier de classe en deçà de la moyenne. S'agit-il, à votre avis, d'un impact à court terme, ou cet impact, ce que nous vivons, peut-il devenir endémique et s'installer dans la durée? Parce que les gens se disent, est-ce que ça va finir? Est-ce que les prix vont baisser? Je sais que personne ne détient la réponse parce qu'on ne maîtrise pas beaucoup d'éléments, mais ça dure depuis un bon moment quand même. Exactement, absolument. Le sentiment général est modestement, selon moi, d'ici la fin de l'année, on va continuer à vivre dans cette pression inflationniste. Donc déjà sur le court terme, on s'inscrit dans l'effet d'inflation et en relation avec la stagflation. Et donc malheureusement, aujourd'hui, c'est inculqué dans l'économie marocaine parce que le nombre de défaillances d'entreprises il a augmenté, le tissu entrepreneurial marocain il est en souffrance, on observe aussi malheureusement le renchérissement du coût de la vie, la classe moyenne qui est impactée bien évidemment, donc le tissu entrepreneurial comme je l'ai expliqué, et donc cette pression inflationniste il va continuer jusqu'au décembre 2023. Alors si on veut pousser un petit peu l'analyse, je pense qu'il faut qu'on attende au moins 2 ans pour pouvoir se prononcer pour dire si l'inflation ne va pas aller vers le moyen terme ou pas. Mais pour cette année, les faits sont là. La conjoncture socio-économique, elle est ce qu'elle est, avec bien évidemment de modestes actions entreprises par le gouvernement. Je ne pense pas que cette pression inflationniste va baisser ou disparaîtrait les quelques mois à venir. Oui. Alors, la hausse des prix des denrées alimentaires est causée, dans un premier lieu, on le sait, par la hausse des tarifs à l'importation. Mais vous avez aussi la perturbation des marchés mondiaux, le changement des chaînes de valeur. Mais il y a aussi, vous en avez parlé, l'opportunisme, la spéculation et cet effet justement de panique. Et il y a beaucoup qui en profitent. Alors les départements concernés, à votre avis, déploient-ils assez d'efforts pour lutter contre ces comportements qui pourraient un petit peu soulager les citoyens? Il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais au-delà des effets d'annonce, est-ce que vous voyez que concrètement, il y a des choses qui sont entreprises? Alors, on avait vu des choses qui ont été entreprises, excusez-moi, pendant le mois de Ramadan, et puis c'est reparti. Absolument. Alors, les actions qui ont été menées par le pouvoir exécutif, par le gouvernement, c'était des actions un petit peu pour rassurer bien évidemment le citoyen et rassurer bien évidemment le marché de manière générale. Donc c'est vrai qu'il y avait quelques subventions aux transporteurs, il y avait des descentes de terrain pour essayer de faire des contrôles, mais ça touchait le commerce de détail. Donc ce n'est pas le vendeur ou le revendeur final qui va bien évidemment agir sur les prix de vente, parce que la problématique est une problématique de source. Nous sommes devant une chaîne de valeur où il y a le vendeur principal, où il y a l'agriculteur qui livre à un certain prix. Après, avec les effets de revente de spéculation, les prix augmentent 30-40% avec des marges très élevées et puis le prix de vente final, il est très élevé. Moi-même, en toute sincérité, j'avais fait la remarque à quelques membres du gouvernement pour leur dire que les actions qui ont été menées auparavant n'étaient pas des actions qui étaient ciblées. Parce que même l'aide qui était accordée aux transporteurs, ce n'était pas les chauffeurs de taxi, les transporteurs de marchandises qui étaient ciblés. C'était les gens qui avaient les agréments. Éventuellement, les descentes de contrôle. Donc, le contrôle doit être fait au continu. C'est un contrôle qualité qu'il va falloir opérer sur les produits, sur ce que nous consommons. Mais la problématique de la revente, des spéculations, c'est une problématique qui est liée à la source. Donc, il faut voir la détermination du coût de revient, le prix de vente initial, la revente à combien, le prix de vente final avec quel pourcentage de marge. C'est là où il va falloir opérer des contrôles. Il ne suffit pas d'aller faire le tour des marchés et des souk avec des actions ponctuelles. Chose qui n'a pas été faite, et c'est ce qui explique aujourd'hui la hausse des prix. Si vous me permettez juste, comme je fais des descentes en continu, où nous travaillons avec les auto-entrepreneurs, les revendeurs, on est en contact même avec des détaillants, des commerçants. Les prix, par exemple, de certains les fruits et légumes, ils ont baissé la semaine précédente et ça repart à la hausse. Quand on prend le kilo de tomates, par exemple, ne serait-ce que pour donner un très simple exemple, c'était à 9, 10, ça repart à 12. Donc il y a une problématique de revente, de spéculation, et je pense que
c'est là où il va falloir s'attaquer au vrai problème. C'est là où il faut durcir les contrôles. Il faut mener des actions, bien évidemment, qui vont cibler la détermination du coût de revient, la détermination des prix. Bon, on comprend quand on importe les engrais non phosphatés qui sont utilisés que c'est tout à fait normal. Il va falloir répercuter sur le coût de revient. Mais pour les autres aliments, il y a purement une production agricole qui ne nécessite pas de matières qui sont importées. Il faut agir, il faut fixer les prix, il faut contrôler, il faut durcir bien évidemment les opérations de contrôle. Parce qu'il a suffi qu'il ne pleuve pas pendant le mois de mars et c'est reparti à la hausse. C'est aussi psychologique. Exactement, voilà, parce que tout à fait. Et si vous me permettez, madame, c'est pour cela que j'ai parlé au début d'un état d'esprit d'inflation. Donc, c'est le sentiment d'inflation. Les gens ont intégré qu'on est en inflation et tout est permis. On augmente le prix parce qu'on observe à droite et à gauche des hausses de prix. Oui. Et ça c'est très mauvais pour le citoyen. Exactement. Alors, à cet environnement interne et externe complexe dont on a parlé, c'est greffé récemment. D'après les déclarations récentes du Wali de Banque al-Maghreb, Abdeltif Jouahri, l'enclenchement, là je le cite, de ce qui pourrait devenir une crise bancaire aux États-Unis et des changements de paradigme liés à la transformation digitale, la fragmentation géopolitique, ainsi que la montée du souverainisme économique et des exigences en matière climatique. Comment ces nouveaux paradigmes peuvent-ils impacter davantage la situation socio-économique marocaine ? Sincèrement, quand on voit déjà la mesure qui a été prise par Banque al-Maghreb, on a agi sur l'autodirecteur et c'est des choses qui ont été faites par plusieurs pays étrangers, notamment quand on voit aux États-Unis d'Amérique, mais l'impact était un impact un impact inverse. Même au Maroc, aujourd'hui, quand cette mesure n'a pas atténué l'inflation. La hausse des prix continue, on a augmenté les taux d'intérêt. Et croyez-moi, moi je connais des entrepreneurs qui me disent qu'on est obligé de passer par le crédit, quel que soit le taux d'intérêt, parce qu'on a des problématiques qui sont liées au fonds de roulement, au financement. Donc on a haussé les taux d'intérêt. Ça n'a pas limité la demande et l'accès au crédit et ça a mis en difficulté encore plus. Il y a un impact sur les petites entreprises qui ont besoin de financement et la pression inflationniste, elle continue. Justement, concernant les entreprises, bien sûr, la hausse du taux directeur, elle a conduit à la hausse automatique des taux des banques, au durcissement des conditions. Les petites TPE, PME ont beaucoup souffert, mais les grandes entreprises, les GME, s'en sortent bien. Absolument. Ils font même des bénéfices. Bien sûr. Mais ça a un coût. Absolument. Alors déjà, si vous me permettez, je commence par les TPE, les PME. Les TPE, les PME aujourd'hui sont vraiment en situation de souffrance. On parle de déchéance commerciale, on parle de défaillance jusqu'à la liquidation judiciaire. Les raisons sont diverses, des raisons par le passé, comme les délais de paiement qui sont trop longs, 60 jours, 90 jours, c'est pas normal. Problématique de pénétration au marché, les marchés publics, les commandes qui émanent du public et du privé, même dans le cadre de partenariats public-privé, les triple P, on ne favorise pas la petite et la très petite entreprise. S'ajoute à cela le renchérissement des prix des matières et fournitures. Et des entrepreneurs me l'ont dit clairement, aujourd'hui on achète les matières et les fournitures avec une augmentation qui varie de 10 à 20%. Et ça impacte le coût de revient. Et ils cherchent à maintenir le prix de vente et donc ils font baisser leurs marges, ils font baisser leurs bénéfices, ce qui impacte encore une fois leur trésorerie. Effectivement, il y a aussi un coût pour les grandes et les moyennes entreprises. Ils continuent leur développement, ils font même de la croissance à 2 chiffres, mais ils sont très vigilants. Ça impacte le capital humain, les recrutements, les promotions, gel des salaires, pas de changement de poste, moins d'ouverture de postes d'emploi, on l'observe sur le marché de l'emploi sur l'année 2023. Et on est en train de revoir les dépenses de fonctionnement et les dépenses logistiques, là où on donne en quelque sorte une bouffée d'oxygène aux très petites entreprises pour pouvoir bien évidemment jouer le rôle de fournisseur à ces moyennes grandes entreprises. Oui, alors on a parlé de la saison agricole et de la récolte céréalière qui comptable sur la moitié de ce qui était réalisé les années précédentes, 35 millions au lieu de 75 millions. On sera obligé bien sûr d'importer du blé, déjà qu'on importait avant, et ses dérivés. Comment cela va impacter la balance commerciale marocaine ? Est-ce que ça va encore creuser le déficit structurel ? Tout à fait. Si vous me permettez, bien avant le Covid, j'avais participé à une émission en 2019, si je me rappelle très bien,
il y avait avec moi le représentant syndical des activités agricoles. Et je lui ai fait la remarque clairement. Aujourd'hui, nous avons une problématique d'autosatisfaction qui concerne des produits de première nécessité. Comment se fait-il, un produit agricole comme le Maroc, qui n'arrive pas à faire de la satisfaction en termes de blé? C'est élémentaire, c'est essentiel. C'est vrai que tous les pays par le monde, même les pays émergents, les pays très développés, importent. Mais importent des matières qui ne relèvent pas de la culture essentielle du pays. Donc on importe du blé, on importe en euros, ça coûte trop cher et par conséquent ça impacte directement la balance commerciale. Donc on est sur un creusement du déficit de la balance commerciale qui est structurel. Encore pire cette année, parce qu'avec les effets de l'inflation, avec la hausse des prix, on va continuer à creuser le déficit commercial malgré les performances qui sont réalisées en termes d'exportation, notamment les exportations de phosphate et même en industrie automobile. Donc on va encore une fois impacter les importations par ces... et ça va s'aggraver, ça va impacter la saison prochaine parce que les barrages sont et ça, à sec. C'est le point sur lequel je voulais rebondir. S'ajoute à cela la problématique du dérèglement climatique. Bien sûr. Le recul des précipitations et aujourd'hui nous vivons un sérieux problème de la pénurie de l'eau. On voit ce qui se passe à Beni Mellal, on voit ce qui se passe dans d'autres villes du royaume, donc vraiment une problématique de l'eau et même les projets de dessalement de l'eau de mer, on n'a pas encore atteint le rythme ou la vitesse de croisière. On en parlait encore hier avec un invité, en plus ça coûte cher. Et ça coûte cher et c'est coûteux même en termes d'investissement, absolument. Alors, parlons à présent des politiques économiques qui sont déployées par le gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement pour relancer l'économie à court et moyen terme? Est-ce que les initiatives du gouvernement, est-ce qu'elles s'inscrivent, parce qu'on n'a pas l'impression que, je pose la question, dans l'esprit du nouveau projet de modèle de développement du Maroc, dont on n'entend plus beaucoup parler, surtout quand on constate que ces politiques et les prévisions du gouvernement sont en décalage, souvent avec les projections même de institutions spécialisées comme le HCP ou la Banque du Maroc, Banque El Maghreb. Qu'en est-il de ces initiatives? Malheureusement, j'ai l'impression que le gouvernement marocain il s'est noyé dans ces problématiques de crise, notamment la problématique de l'inflation, la perturbation des marchés mondiaux suite au conflit russo-ukrainien et trouve carrément leur justification en ces éléments. Le modèle de développement aujourd'hui, personne n'en parle plus, ni Parlement, ni gouvernement, ni institutions publiques, étatiques et économiques. Et c'est très malheureux parce qu'on a préparé toute une feuille de route et on s'est projeté pour faire émerger le Maroc à l'horizon 2030, que c'est devenu aujourd'hui malheureusement de l'irréalisable. En termes d'action gouvernementale, quand on voit les projets qui ont été menés à date d'aujourd'hui, Aourache, le Força, c'est des projets avec beaucoup de remarques, avec beaucoup de manquements. Quand on prend par exemple le problème Aourache, on est devant un emploi temporaire. Et ça va créer toute une problématique parce que c'est de l'emploi temporaire, on est en train de faire en quelque sorte de l'entraide nationale. C'est des travailleurs, c'est des ouvriers, c'est des gens bien évidemment qui ne sont pas, pas des diplômés. On est en train de précarité. C'est des gens qui sont dans une situation précaire, on est en train de les employer temporairement. Après, il se peut qu'on tombe dans d'autres problèmes, bien évidemment, de réinsertion de ces gens dans le marché de travail. Le problème, le Força, au centre, on reçoit énormément de remarques, de doléances de la part des start-upers, des porteurs de projets, des autres entrepreneurs. C'est trop long. C'est trop long, l'incubation. Après, on vous demande de faire le dossier et vous allez rebolote, vous présenter devant une agence bancaire. C'est comme si vous voulez obtenir l'Intelaka. Après, s'il y a un précédent, chèque sans provision, retard de paiement, etc., vous n'allez pas avoir du financement. C'est tellement long et je peux vous dire que ça prend 8 mois, 9 mois, des fois 1 an pour avoir un financement de 100 000 dirhams qui ne vous permettra pas de lancer votre projet aujourd'hui avec les effets de l'inflation. Il y a quelque chose de très important, il nous reste très peu de temps. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un tabou? On ne parle pas beaucoup de révision du système d'imposition. Pourquoi la classe moyenne est taxée très fortement et que les classes fortunées ne sont pas assez taxées? Est-ce qu'on ne pourrait pas recourir à cela, comme d'autres pays le font, que les plus fortunés payent plus d'impôts et puis qu'on baisse l'imposition des classes moyennes? Absolument. Est-ce que ça peut être une solution? Bien sûr. D'ailleurs, parmi les recommandations qu'on émet dans le centre, on parle toujours, bien évidemment, de cette pression fiscale où on est sur un taux d'IR qui est assez élevé, 38%, et éventuellement une TVA à la consommation qui est à 20%. Donc, c'est de ça ce dont il s'agit. Il faut qu'il y ait des initiatives, il faut qu'il y ait des décisions courageuses qui doivent être prises par le gouvernement pour agir sur ces taux. Si on fait baisser le taux d'IR de 2 points,
certainement, ça va améliorer le pouvoir d'achat des citoyennes et des citoyens. Puisqu'à défaut d'augmenter les salaires, exactement, parce qu'on peut pas augmenter les salaires. Donc on va agir inversement et donner une certaine bouffée d'oxygène à ces gens-là. Si on fait baisser les taux de TVA pour les produits de première nécessité, on fait baisser de 20%, il y aurait un impact positif. C'est important. Et en parallèle, il faut qu'il y ait une réforme fiscale courageuse où il y aurait de l'innovation. Pourquoi la réforme fiscale? Pourquoi il y a autant de réticence? Pourquoi de frilosité pour des réformes fiscales? Ben justement, il y avait les assises fiscales il y a quelques années, il y avait un certain nombre de recommandations, mais depuis, il n'y a pas cette audace pour aller de l'avant et dire qu'il faut qu'on crée cet impôt à la fortune. Ça a été évoqué même au Parlement. Il faut qu'on instaure ça. Et les gens aisés, les gens les plus riches doivent être solidaires. Ils doivent payer plus d'impôts, doivent contribuer parce que c'est avec ces recettes où l'État, en quelque sorte, il aura une certaine marge de manœuvre pour aider bien évidemment les plus démunis. Normalement, on a fini. Une dernière question, M. Gerraoui Filali. Vous, en tant qu'observateur économiste et puis président du Centre pour la gouvernance et le management, est-ce qu'il y a d'autres leviers que vous proposez pour, bien sûr, relancer l'économie, protéger le pouvoir d'achat et préserver les équilibres macroéconomiques? Pour moi, le levier principal est la promotion de l'entrepreneuriat au Maroc. Mais cette promotion ne devrait pas tarder encore plus que ça. Tout simplement, il faut qu'il y ait une ouverture des marchés. Il faut ouvrir les marchés, encourager l'entrepreneuriat. Les petites, les très petites entreprises, ils ont une problématique par rapport à leur carnet de commandes. Ils n'accèdent pas facilement au marché public et agir véritablement et pratiquement parlant sur les délais de paiement. Oui. On ne se fait pas payer après 2-3 mois, ça pose une problématique. Le mois passe vite et il y a un fonds de roulement des dépenses récurrentes et les petits entrepreneurs doivent honorer leur engagement fin de mois. Merci beaucoup, Youssef Gerraoui Filali, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Merci, monsieur. Merci, madame. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.